Salut! Le 23 mai 2016, alors qu'elle rentre chez elle vers 23 heures, après le travail, Simon Khan est sauvagement attaqué dans sa maison. L'attaque est d'une extrême violence qu'elle reçoit plus de 60 coups de couteau. Dans un premier temps, la piste d'un cambriolage qui aurait mal tourné est tout de suite envisagée. Mais l'affaire va très vite se révéler beaucoup plus complexe. Qui en voulait à cette mère de 4 enfants sans histoire appréciée de tous et surtout pourquoi cet acharnement? Je vous invite à vous installer confortablement car l'histoire de Simon Khan commence maintenant. C'est en 1982 que Saima vient au monde, dans une famille pakistanaise exilée aux Pays-Bas. La famille se compose de ses parents, de ses 2 frères et de sa petite sœur Saba, qu'elle aimait tant. Elle est la plus jeune de la fratrie, elle a 7 ans de moins que Saima. C'est une famille très soudée, les 2 sœurs sont très proches, elles passent beaucoup de temps ensemble. Malgré les indifférences d'âge, en grandissant, elles deviennent très proches. Saba admire beaucoup sa grande sœur, qu'elle prend d'ailleurs pour modèle. Saima est une jeune femme douce et dévouée. Elle aime s'occuper des autres et ce n'est pas par hasard qu'elle décida d'entreprendre des études d'aide-soignante. Saba, quant à elle, est plus réservée que sa grande sœur. Elle est plus introvertie, elle s'identifie beaucoup à elle et décide naturellement de suivre sa voie en faisant également des études pour devenir aide-soignante. La famille est une famille musulmane et traditionnelle. Ils élèvent leurs enfants dans la tradition tout en bien étant intégrés dans leur pays d'adoption. Ils sont très appréciés, ce sont des gens respectables et travailleurs. Après avoir passé de nombreuses années aux Pays-Bas, la famille décida de partir s'installer en Angleterre en 2009. Et c'est à Luton, à 50 km au nord de Londres, que la famille déposa ses valises. Ils viennent rejoindre la grande communauté pakistanaise installée dans cette ville populaire et ouvrière. Ils aménagent dans une maison. Et peu après leur installation en Angleterre, les parents organisa le mariage de Saima, leur aîné. Ils prennent alors contact avec une famille au Pakistan qui cherchait eux aussi à marier leur fils Hafiz. Le mariage est arrangé. Le jeune homme qui a 3 ans de plus que Saima n'a jamais quitté le Pakistan, son pays natal. Cette union est pour lui une belle opportunité, c'est l'occasion de partir tenter sa chance en Angleterre. Une fois le mariage célébré, il rejoint la famille dans leur maison à Newton. Après son arrivée, Hafiz trouva rapidement un travail en tant que chauffeur de taxi et Saima ne tarda pas à tomber enceinte. Quelques mois plus tard, le couple accueilla une petite fille et il est de tradition que les différentes générations vivent ensemble pour pouvoir prendre soin les uns des autres, ainsi pour pouvoir se soutenir. Ce ne sont pas moins de 3 générations qui vivaient donc sous le même toit. Saima est donc heureuse, entourée des siens et à présent mariée. La seule ombre au tableau, c'est que Saba, sa petite sœur, ne semblait pas très bien apprécier les changements que ce mariage a entraînés. À présent, sa grande sœur est moins présente pour elle. Elle doit la partager avec son époux et sa petite fille. La relation entre les 2 sœurs se distend. Saba se sent quelque peu délaissée par celle qui était perçue autrefois comme un modèle. Au fil des ans, Hafiz et Saima auront 4 enfants. Après une première petite fille, ils vont accueillir 2 petits garçons avant qu'une dernière petite fille vienne rejoindre la famille. Toute la famille semble vivre ensemble dans la bonne harmonie et malgré son ressenti, Saba est toujours là pour soutenir sa sœur. Elle aide à s'occuper de ses petits-neveux et nièces. Malheureusement, au fil du temps, la relation entre Saba et son beau-frère va prendre une tournure particulière. Dans le dos de Saima, tous les 2 vont dangereusement se rapprocher jusqu'à franchir la limite infranchissable. Ils vont devenir amants. Commence alors au sein de la même famille, alors qu'ils vivent tous sous le même toit, une double vie. Pendant 4 ans, les amants dans le dos de Saima vont entretenir une relation. La plupart du temps, c'est dans la voiture de Hafiz que le couple illégitime se retrouva pour des rendez-vous coquins. De son côté, Saima ne se douta de rien, c'est une mère dévouée et travailleuse
Acharnée, en plus de s'occuper de ses 4 enfants, elle travaille comme aide-soignante à temps partiel. Prise dans le tourbillon de la vie, elle ne se rend pas compte que dans son dos, sa petite sœur chérie et son mari lui mentent et la trahissent chaque jour. Il est difficile d'envisager que sa propre sœur puisse trahir ainsi sa confiance. Malheureusement, le pire reste à venir. Après quelques mois de relation, un jour, Saba va découvrir qu'elle est enceinte. Elle en parle à Hafiz. C'est une situation extrêmement compliquée. Elle n'est pas mariée, elle n'est pas censée avoir une relation avec des hommes. Il faut trouver une solution. Hafiz se sent piégé dans une situation qu'il ne maîtrisa plus. Celui-ci est complètement sous le choc. Il a l'impression que la situation lui échappe. Il ne sait donc pas comment gérer tout cela. Doit-il assumer et tout révéler? Il prend alors conseil auprès d'un imam. Il lui expliqua la situation et il raconta qu'il envisage de se marier avec sa belle-sœur. Seulement, l'imam lui apprend que d'après la loi islamique, il ne peut pas se marier avec les deux sœurs. Il lui faut donc trouver une autre solution. Pour les amants, il n'y a qu'une seule chose à faire, mettre terme à cette grossesse et enterrer toute cette histoire. Saba accepta donc cette décision et met terme à la grossesse à contre-cœur. Après cet épisode, Hafiz prend distance avec sa belle-sœur. Il veut à présent réparer les pots cassés et se mettre dans le droit chemin. Et il va envisager alors de quitter la maison familiale pour vivre avec Saïma et ses enfants dans leur propre foyer. Saba, de son côté, se remet péniblement de ses désillusions de son avortement. Néanmoins, peu de temps après, elle commença à fréquenter un homme. Les choses se passaient plutôt bien et le mariage est envisagé. Seulement, les deux familles ne vont pas réussir à se mettre d'accord et le projet tomba à l'eau. C'est une nouvelle déception pour Saba. Elle va très mal vivre toutes ces épreuves. Folle amoureuse de son beau-frère, elle souffre beaucoup de la situation. Chaque jour, elle observe avec impuissance le bonheur de sa sœur, tandis que celui-ci lui est refusé. Elle ne comprend pas pourquoi tout lui réussit, tout le monde l'apprécie. Saïma est mariée à l'homme qu'elle convoite de plus que tout. De plus, elle a déjà plusieurs enfants. Pendant ce temps, elle a 27 ans et accumule les échecs. Elle n'est toujours pas mariée et elle n'a aucune vie sociale. Petit à petit, sa frustration et sa jalousie gagnent du terrain et elle commence à nourrir une véritable haine envers sa sœur. Elle a beau tourner le problème dans tous les sens dans sa tête et elle en arrive à la même conclusion. Sa sœur est à la cause de tous ses malheurs car elle mène la vie dont elle rêve à sa place. De plus, elle ressent que Hafiz s'éloigne de plus et son obsession grandit. Elle a une rancune envers sa sœur qui est totalement inconsciente de la situation. Et depuis février 2016, le couple cherche un nouveau logement. Après plusieurs semaines de recherche, ils vont enfin trouver une maison et ils prévoient déménager le 25 mai. Saba alors décida de prendre une grande décision. Elle doit éliminer sa rivale. Sans cela, elle ne pourra jamais vivre avec l'amour de sa vie. Elle doit se débarrasser de sa sœur si elle veut espérer vivre avec lui dont elle est amoureuse. Cette étape radicale est indispensable pour assurer son bonheur ainsi que son épanouissement. Pour cela, elle doit éliminer Saïma qui autrefois était son modèle. Durant plusieurs semaines, Saba va réfléchir à comment faire disparaître Saïma. Elle pense d'abord à lui jeter un mauvais sort. Elle contactera alors une pratiquante de magie noire au Pakistan et en échange d'environ 6 000 euros, elle lui demanda d'éloigner de façon définitive sa sœur et son mari. Elle va également faire de nombreuses recherches, les différents moyens de tuer quelqu'un ou d'obtenir du poison ou encore comment se procurer des serpents venimeux. Finalement, elle arriva à la conclusion qu'elle doit devoir s'occuper elle-même de faire le sale boulot. Elle décida alors de tuer sa sœur de ses propres mains. Et c'est le lundi 23 mai 2016, 2 jours après leur déménagement, que Saba décida de passer à l'action. Ce soir-là, Saïma s'occupe d'un monsieur dont elle doit faire les soins. Les parents, quant à eux, sont partis dans une cérémonie obsèque d'un membre de leur communauté. Hafiz n'est pas là non plus, il travaille. Saba se proposa alors de garder les enfants. Alors que sa sœur elle est au travail, elle va l'appeler par téléphone en lui demandant de venir
dans l'urgence car l'une de ses filles ne se sentait pas bien. Elle a piégé sa sœur en utilisant l'amour qu'elle porte à ses enfants. Une mère aimante et compatissante. Après avoir fini de s'occuper de son patient, elle fonça directement à la maison. En réalité, la petite dernière ne pleurait pas, elle allait très bien. Tous les enfants étaient d'ailleurs endormis dans leur chambre. Et c'est vers 23 heures que Saïma arriva enfin chez elle. Elle ne se douta pas un seul instant du terrible traquenard qui l'attendait. Elle franchit le seuil de la porte. Alors qu'elle était encore dans le couloir au rez-de-chaussée, Saba, dans l'obscurité, éteint les lumières du couloir, surgit et l'attaqua violemment avec un couteau. La lutte était féroce. Salma crie et combat pour sa vie. Malheureusement, l'effet surprise et l'âme de son agresseur ont finalement eu raison d'elle. C'est un véritable carnage. En pleine nuit, c'est un voisin l'entendait d'eux-mêmes crier. Fait glaçant encore, sa plus grande fille, réveillée par le vacarme et l'agitation, sorta de sa chambre apeurée car la maison est plongée dans l'obscurité et à travers l'escalier, la petite fille appela sa tante pour savoir ce qui se passe. Mais n'ayant eu aucune réponse, l'enfant se dirigea vers les bruits qu'elle a entendus et c'est alors qu'une vision d'horreur se dressa devant elle. Elle voit sa mère qui gît à présent au sol dans une mare de sang. Terrifiée, la petite fille demanda alors à sa tante ce qu'elle est en train de faire à sa maman. Saba, surprise de voir sa nièce à ce moment-là, la rassure comme elle le peut avant de lui demander de retourner se coucher et c'est ce qu'elle a fait. Pour Saba qui vient d'attaquer sauvagement sa sœur, il faut à présent maquiller la scène du crime pour faire croire à l'attaque d'un intrus. Elle décida alors de cacher l'arme du crime dans sa chambre. Elle casse un carreau de la porte d'entrée pour faire croire à une entrée par effraction. Au passage, elle se blesse la main, elle rafle quelques bijoux et le téléphone de sa sœur qu'elle va aussi cacher dans sa chambre pour faire croire à un cambriolage qui aurait mal tourné. Ensuite, elle prend une douche et après cela, elle contacta son père. Elle lui apprend affolée que sa sœur a été attaquée, elle est morte. Sous le choc, son père lui demanda de contacter immédiatement les secours qui arriveront rapidement sur les lieux. En entrant, la police et les secours tomba sur une scène chaotique. L'attaque a été d'une extrême brutalité que pour les policiers, l'agresseur devait avoir une certaine force physique. Ils penseront tout de suite à un homme. Il constata également que la porte arrière a été cassée, tout laisse présager à un cambriolage qui aurait mal tourné. Saba est rapidement interrogée. La scène est filmée par une caméra sur l'un des policiers. Elle va raconter que lorsque sa sœur est rentrée du travail, elle en avait profité pour aller prendre sa douche. Alors qu'elle était dans la salle de bain, elle avait entendu un grand boom, puis elle avait entendu des cris de Saïma. Elle était immédiatement descendue et elle avait retrouvé ainsi affolée et avait contacté son père sur le champ. Seulement, malgré son témoignage, son comportement calme et sans émotion vont interpeller quelques policiers. Elle ne semble pas être choquée plus que cela de ce qui vient d'arriver à sa grande sœur. C'est comme si elle répétait une histoire qu'elle avait bien travaillée. Ils vont également remarquer la coupure qu'elle avait sur la main. Elle raconta que cette blessée en se penchant sur le corps de sa sœur. Elle raconta avoir essayé de stopper l'hémorragie avec une écharpe. L'enquête commença aussitôt et la police demanda à la famille de quitter la maison pour les laisser travailler. Plusieurs jours, ils vont passer la maison au peigne-feu, le quartier sera bouclé, tous les véhicules se trouvant à proximité sur la voie publique seront contrôlés et ils ne vont pas tarder à découvrir que Saïma était bel et bien arrivée à la maison vers 23 heures. Elle a été filmée par la caméra de sécurité d'un voisin et l'autopsie va révéler qu'elle avait reçu pas moins de 60 coups de couteau. Elle avait plusieurs haltères tranchés et elle avait été frappée encore et encore. Après les 3-5 premiers coups, elle n'était plus déjà de ce monde, mais l'attaque avait sauvagement continué. La violence et l'acharnement de l'attaque laissent perplexes les enquêteurs. Pourquoi un inconnu venu cambrioler se serait-il déchaîné à ce point sur la pauvre Saïma?
Généralement, lorsque les attaques sont si violentes, il y a souvent un motif personnel. Ce crime paraît davantage comme le résultat d'un meurtre passionnel que celui d'un voleur pris en flagrant délit. Seulement, personne ne semblait vouloir du mal à cette mère de famille. Elle était très appréciée. Malheureusement, une fois de plus, le danger est venu d'un proche inattendu. La police décida alors d'interroger une nouvelle fois celle qui a retrouvé le corps, Saba. Ils pensent que son témoignage pourrait être utile. Ils cherchent à en savoir plus sur la vie privée de sa sœur. Ses fréquentations avaient-ils des ennemis? Et Saba va leur faire croire qu'elle avait surpris une conversation entre sa sœur et son présumé amant. Des enquêteurs vont tout de suite y avoir un potentiel mobile pour expliquer ce terrible crime. Après avoir sauvagement tué sa sœur, Saba va alors salir son honneur, sa mémoire, en sous-entendant qu'elle avait une double vie. La famille Khan est une famille pakistanaise musulmane. Suggérer que sa sœur avait une liaison extra-conjugale, c'est laisser croire à tous qu'elle les avait déshonorés. Hafiz devient alors le principal suspect. Il aurait découvert la liaison de sa femme et il n'aurait pas supporté et il aurait tué. Les ordinateurs de la famille vont être saisis et les policiers vont tomber sur les curieuses recherches faites par Saba. Ils vont découvrir aussi que quelques jours avant le meurtre de Saba, elle avait acheté un couteau correspondant à l'arme utilisée pour l'attaquer. Après avoir analysé son téléphone portable, ils vont finalement apprendre qu'en réalité c'était Saba qui avait un amant et ce dernier n'était que son beau-frère. Il se concentra alors sur la chambre de cette dernière et en la fouillant bien, ils vont retrouver le couteau, les bijoux qui ont été censés avoir été volés, ainsi que les vêtements tachés de sang. 8 jours après le crime, le 31 mai 2016, Saba est finalement arrêtée. Cependant, malgré toutes les preuves accumulées contre elle, la jeune femme va nier. Elle n'a rien à voir avec la mort de sa sœur. Elle admet bien avoir eu une liaison avec son beau-frère, mais elle prétend que depuis sa fausse couche en 2012, ils avaient tous les deux pris leur distance. Malheureusement pour elle, tout l'a désignée. Après avoir subi plusieurs interrogatoires, Saba finit par avouer avoir frappé Saïma. Elle raconta aux enquêteurs pour justifier son acte que sa sœur l'humiliait constamment. Elle ne cessait de la rabaisser. Elle prétendait également avoir été manipulée et abusée par Hafiz, qui avait 10 ans de plus qu'elle. Il l'a abusée physiquement très régulièrement et manipulé ses parents pour qu'elle refuse de se marier avec son prétendant. Il avait tout fait pour briser cette relation et ainsi la garder sous son emprise le plus longtemps possible. Elle aussi se considérait comme une victime dans cette tragédie. Elle raconta que ce soir-là, lorsque sa sœur est rentrée, elle avait commencé à se disputer dans la cuisine. Elle avait perdu son sang-froid et avait pris un couteau dans le tiroir, puis elle avait perdu le contrôle. Lorsqu'elle avait retrouvé ses esprits quelques instants plus tard, elle était assise par terre à côté de sa sœur qui gisait au sol. Elle n'avait pas compris ce qui s'était passé. Elle ne se souvenait de rien. Malheureusement pour elle, les preuves recueillies par les enquêteurs ne correspondaient pas à sa version des faits. Avec ses recherches faites sur Internet, l'achat du couteau, ils avaient la preuve qu'elle avait prémédité son crime et qu'elle avait surpris et attaqué sauvagement sa sœur à l'entrée. Cela faisait longtemps que Saba voulait éliminer sa rivale. Elle faisait des recherches sur comment embaucher un tueur. Elle savait que ce soir-là, ses parents seront absents, ce qui lui laissait le champ libre. Elle avait pris la précaution de rechercher sur Internet combien de temps durera une cérémonie obsèques pour s'assurer avoir assez de temps pour mener son sinistre plan à exécution. 17 mois après l'attaque, le 27 octobre 2017, lors de sa première audience devant le juge, elle plaida coupable. Une brève audience plus tard, le procureur apportera les preuves de l'obsession que Saba avait pour son beau-frère. Ils ont présenté plusieurs messages dans lesquels elle lui fait de grandes révélations et de menaces de se faire du mal. S'il la quitte dans certains messages, elle laisse éclater la haine qu'elle ressentait pour sa sœur en traitant son beau-frère de ne s'être marié que pour avoir les papiers. Ils vont aussi apporter la preuve que depuis quelques semaines, elle tentait de prendre distance avec sa maîtresse.
Ils allaient déménager, il avait peur que la vérité éclate au grand jeu. Néanmoins, cela ne l'a pas empêché d'avoir des relations avec Saba quelques jours avant le meurtre. La défense va présenter Saba comme une personne solitaire et instable. Elle avait dans le passé tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours. Hafiz, quant à lui, a pris la parole. Il a lu une déclaration dans laquelle il affirma regretter son adultère et dit le regretter. Chaque jour, il raconte que c'est elle qui l'a séduit, elle le menaçait de se faire du mal s'il la quitte et il était piégé par elle. Aujourd'hui, ces 4 enfants sont privés de leur mère et Saba a été condamné à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. En donnant son verdict, le juge s'est adressé à Hafiz en le blâmant pour son comportement. Selon lui, il est psychologiquement fragile. Après cette affaire, la famille a quitté cette maison d'horreur et ce jour-là, les pauvres ont perdu leurs 2 filles. Aujourd'hui, Saba se trouve toujours en prison où elle purge sa peine. Ses avocats ont demandé à ce que sa peine soit réduite à une peine minimale de 22 ans, ce qui lui a été refusé. Elle pourra prétendre à une libération conditionnelle qu'à partir de 2039. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On se retrouve dans une prochaine vidéo.